C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et David Revaud-Dallon de la revue trimestrielle Hémicycle. Vos unes respectives, messieurs. Eh David. bien, en ce qui concerne l'hémicycle, c'est toujours la une consacrée aux populistes européens qui sont, eh bien, puisque nous sommes à quelques jours du scrutin, nous allons en parler Donc sur la d'actualité. pente ascendante et qui devraient réaliser des scores très importants dans environ 2 tiers des pays de l'Union européenne, puisqu'ils sont, selon les sondages, promis à la première ou à la deuxième place dans 18 pays sur 27. Pierre, Et Politis. nous, on enjambe l'élection européenne et on cherche à savoir comment la gauche prépare l'après-défaite de ce dimanche. Mais c'est bien, Vaste sujet et très... c'est exactement nos sujets, ça tombe bien. Donc, vous le savez, nous sommes à 4 jours du scrutin des européennes. Les sondages ne varient pas. Le Rassemblement national fait la course en tête. Renaissance, le mouvement de la majorité, arrive en deuxième. Position en troisième, la liste du Parti socialiste avec Raphaël Glucksmann. Arrive ensuite la France insoumise, puis les Républicains, les écologistes et le parti d'Éric Zemmour en queue de peloton. Donc, peut-on s'attendre à des surprises, messieurs La seule surprise, et c'est lié à la une du journal de Pierre, c'est évidemment à gauche, et notamment sur la position de Raphaël Glucksmann, parce que sur la pole position de Jordan Bardella, il n'y a plus du tout de suspense, il devrait être au moins, selon les sondages, à 15 points au-dessus de la liste macroniste. La vraie question, c'est est-ce que celle-ci va être supplantée par celle de Raphaël Glucksmann, et est-ce que non content d'être en pole position à gauche, celui-ci va être en deuxième position et supplanter la Macronie. Et évidemment, ça va ouvrir donc ça va tout changer. un débat sur à la fois ce qui va se passer à gauche, avec un rapport de force qui est durablement changé, notamment l'hégémonie des insoumis qui va être remise en cause, mais aussi qui va enfoncer encore un peu plus la Macronie sous l'eau et qui va évidemment, là encore, ouvrir de grands débats sur l'après, parce que Pierre disait que son magazine enjambait le scrutin. L'intention d'Emmanuel Macron, c'est aussi d'enjamber le scrutin et de faire comme si de rien n'était. On explique déjà à l'Élysée qu'il n'y aura pas de jour d'après, mais évidemment, une troisième position, ça serait désastreux et ça obligerait une remise en cause sérieuse. Est-ce que vous enjambez le scrutin, mais est-ce que Emmanuel Macron peut se le permettre, si les résultats sont conformes? Attention au claquage. Sont conformes au sondage, c'est-à-dire une victoire du Rassemblement national. Il est évident, en tout cas, ça, on peut mettre notre main au feu aujourd'hui, que lundi matin, Jordan Bardella, ça se confirme, demandera une dissolution. Mais il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron tire ce genre de conséquences. Alors là, le lendemain va être compliqué pour toutes les familles politiques. On risque d'assister quand même à une recomposition aussi de la vie politique. Et sans doute, Emmanuel Macron va être pressurisé par son extrême droite, pressurisé par la gauche d'agir et de réagir justement à l'élection européenne. Il faut quand même se souvenir, en 2019, vous parliez de surprises, en 2019, il y a eu au moins 2 surprises au moment de l'élection européenne, c'était les résultats des écologistes et les résultats des républicains. Les républicains étaient estimés à 13%, ils ont fait 6%. 8%, pardon, et les écologistes étaient estimés entre 6 et 7%, et ils ont fait 13%. Donc je veux dire, il y a quand même, les sondages sont pas une science exacte, mais il peut y avoir des surprises. Et quand vous écoutez un peu les sondeurs, il y a une partie des sondeurs qui vous disent d'ailleurs que sans doute une partie de la gauche est sous-estimée et que peut-être les scores seront peut-être moins faibles pour la France insoumise. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même le sentiment que cette élection, le récit de l'élection est déjà joué d'avance. On va dire dimanche soir, l'extrême droite est très forte dans notre pays, de la même manière qu'en Europe elle est très forte. La Macronie s'effondre, elle fait moitié moins que l'extrême droite, et la gauche va être divisée entre la liste de Glucksmann, des écologistes et des insoumis. Donc tout ça est un peu joué d'avance. La question qui va se poser, c'est est-ce que l'écart entre Raphaël Glucksmann et Manon Aubry va être si important? Est-ce que les écologistes vont avoir des élus ou pas? Est-ce que Marion Maréchal, qui est candidate pour Reconquête, aura des élus ou pas? Tout ça est encore très incertain, et ce qu'il faut sans doute rappeler aussi, c'est pour ça qu'il peut y avoir des surprises, c'est qu'un tiers des électeurs ne savent toujours pas pour qui ils vont aller voter ce dimanche. S'ils vont voter et pour qui. Alors la liste de Raphaël Glucksmann, vous disiez, est créditée de 14%. Si encore une fois, il fait ce score, c'est quoi? C'est le renouveau de la social-démocratie et peut-être l'espoir pour 2027 de voir surgir un candidat social-démocrate, ce qu'était dans le fond François Hollande, et puis revoir la fracture, voir revenir cette fracture des deux gauches irréconciliables. Oui, selon la fameuse formule de Manuel Valls. Juste un mot sur
les dynamiques de fin de campagne, on sait que ça se passe souvent dans les 48 dernières heures, c'est précisément les dynamiques que ne mesurent pas les sondages, puisqu'à partir de vendredi minuit, plus d'études d'opinion. Là, on constate quand même que ça stagne un petit peu partout. À une exception près, c'est que vous avez remarqué dans le tableau que vous avez affiché tout à l'heure, le rolling de l'IFOP, il n'y a plus qu'un point d'écart entre Glucksmann et Hayet, entre les socialistes et les macronistes, et un point, c'est précisément la marge derrière, l'erreur. Donc oui, c'est possible. La deuxième position est possible, et pour revenir à votre question, évidemment, ça remet une pièce dans le jukebox à gauche. Alors, j'ai envie d'être un petit peu mesuré par rapport à votre question, parce que oui, évidemment, la gauche social-démocrate renaîtrait de ses cendres. On se rappelle qu'elle a fait moins de 2% à l'élection présidentielle avec Madame Hidalgo, ce qui est quand même proche de l'Ohio, comme dirait la chanson. Donc oui, évidemment, 15, 16, 14%, ça serait une véritable renaissance, surtout si 14%, c'est 2 fois plus que ce que les sondages promettent à Manon Aubry. Après, on est quand même encore très loin c'est une élection européenne, et on est encore très loin de ce que des beaux restes que affichait le Parti socialiste pendant près de 50 ans et pendant le demi-siècle du début de la Ve République. Donc oui, ça va relancer le débat. Oui, évidemment, l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon va être remise en cause, du moins c'est ce que les hiérarques socialistes vont tenter de faire. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à réimposer leur hégémonie à gauche, leur traditionnelle mainmise sur ce camp, à trouver un candidat, parce que je ne suis pas certain que Raphaël Glucksmann, lui, il a dit qu'il voulait être un homme politique européen. Je ne suis pas du tout certain qu'il se voit des ambitions présidentielles et qu'il se débarrasse de François Hollande, l'ami François Hollande ou le camarade François Hollande. Vous savez, c'est un peu comme dans le film Harry, un ami qui vous veut du bien. Il est toujours très sympathique, toujours très présent, mais peut-être un peu trop présent. Et je ne crois pas que ni Raphaël Glucksmann ni les hiérarques socialistes ont envie de le voir débarquer dans le game, comme disent les jeunes. Mais est-ce que ça va changer, Pierre le fait parce que beaucoup disent que la Renaissance, en tout cas les macronistes, pourraient faire un deal, une coalition, on va dire, en vue de 2027 avec les LR, mais visiblement les LR sont un peu dans les choux. Est-ce que ça pourrait changer la balance? C'est-à-dire que, comme le en même temps d'Emmanuel Macron, ça a un peu tiré à gauche au début de son mandat, ce qu'on en veut, mais enfin, il se présentait comme homme de gauche, peu importe ce qu'on en pense, la vérité ou non. C'est vrai qu'il s'est droitisé à la fin, mais est-ce que le mouvement, cette coalition pourrait se faire justement avec les sociodémocrates, on va dire, raisonnables, la gauche raisonnable? Ça, j'entends dans plusieurs plateaux cette histoire de gauche raisonnable, comme s'il y avait une gauche déraisonnable. Non, il y a des convictions que vous partagez peut-être pas avec une partie de la gauche, mais déjà à dire que c'est déraisonnable. Mais je parle sur cette partie de la gauche qui me paraît pas raisonnable économiquement, peut-être. Depuis quand nous, en plus du journaliste, on doit dire qu'il y a des gens qui sont raisonnables et des gens qui ne le seraient pas. Je veux dire, il y a les économies généralement qui sont les. Le programme de Mélenchon en 2022, en 2021, c'était présidentiel 2021. Ou de 22, et il y a quand même pléthore d'économistes qui validaient, qui ne trouvaient pas déraisonnable le programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez raison, c'est pas tout à fait ça le débat. Il y a quelque chose quand même, je prenais Mélenchon, mais vous voyez la campagne de Mélenchon à la présidentielle, alors certes on n'est pas dans une campagne présidentielle, mais il part à 11% dans les sondages et il finit à près de 20%. Il y a eu une dynamique de campagne. Ce qui est vrai, c'est que Raphaël Glucksmann a bénéficié d'une petite dynamique, et là on observe quand même une stagnation de cette progression de la social-démocratie. Je ne crois pas aux théories des deux gauches. Je sais qu'en coulisses, à gauche, il se prépare un certain nombre de choses. Une partie des écologistes, une partie des écologistes pense déjà à sortir Marine Tondelier d'être patronne des Verts. Chez les socialistes, une partie d'entre eux se réfléchissent déjà à dégager Olivier Faure. Donc tout ça va sans doute se recomposer. Mais de là à penser qu'il y a une partie de la gauche, et y compris Raphaël Glucksmann, qui n'est pas franchement un grand fan de la NUPES, de là à penser que ces gens-là vont les gouverner avec Emmanuel Macron, je n'y crois absolument pas. Non, mais c'était une question. Et par ailleurs, donc on les imagine plus faire une alliance avec les LR. Mais vous voyez bien les LR, même les LR là aussi sont eux-mêmes divisés. Même Gérard Larcher, qu'on dit possiblement Premier ministre, lui-même était obligé de dire que ça ne l'intéressait pas et que ça ne serait pas envisageable. Il a dit s'il faut y aller, j'irai. Alors, il a dit quand même qu'il ne souhaitait pas être Premier ministre d'Emmanuel Macron.
là où je suis d'accord avec Pierre... S'il faut donner ça encore à la science, peut-être que... Oui, alors il laisse entendre que... Et puis c'est vrai qu'une belle proposition sonnante et trébuchante, on l'envisage toujours avant de la refuser. Là où je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'évidemment, la tendance aujourd'hui, le macronisme penche plutôt de ce côté-là. Un petit bémol quand même, parce qu'au début, même si bien sûr, il y a un petit peu eu tromperie sur la marchandise, souvenez-vous qu'en 2017, c'était quand même difficile de dire de quel côté Macron penchait. Autant il ne penchait pas à gauche, autant il ne penchait pas non plus à droite, parce que précisément... il était voilà, et on pouvait se dire qu'il essayait de prendre les meilleurs côtés des deux. C'était d'ailleurs sa proposition. Comparé à JGSS. Voilà, exactement. Il s'avère qu'effectivement, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on voit de quel côté il est tombé. Après, sur les deux gauches, moi, je pense que la NUPES, si vous voulez, c'était une belle opération. Moi, vous me connaissez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas ma tasse de thé, mais force est de constater qu'en campagne, il est excellent. C'était le meilleur candidat en 2017, en 2022, sur le plan technique, je dirais, hein, pas sur le plan des propositions. Non, en innovant. En innovant, c'est un excellent orateur, il sent les coups politiques, il était vraiment le meilleur candidat. Il a d'ailleurs réalisé un très bon coup avec la NUPES, sauf que cette NUPES, c'était une alliance de circonstances, puisque je suis depuis le début de cette émission dans la métaphore cinématographique. Je vais un peu utiliser ce titre, c'est prends l'oseille et tire-toi. Donc oui, les socialistes, les communistes, les écologistes se sont associés avec les insoumis pour préserver, là encore, leur siège sonnant et trébuchant. Ils ont d'ailleurs eu des résultats au-delà de leurs espérances, puisque les socialistes, je pense, tout seuls, n'auraient jamais eu un groupe aussi important, ni d'ailleurs... Voire un groupe. Un groupe, vous avez raison, ni d'ailleurs les communistes et les écologiques. Donc belle opération, mais on a vu très vite que cette alliance de circonstances s'était un petit peu volatilisée et dissoute. Et puis bien sûr, depuis le 7 octobre, encore plus, donc depuis l'attaque d'Israël par le Hamas. Donc évidemment, ça va être extrêmement compliqué de revenir en arrière. Et je pense que autant la chasse est ouverte, hein, c'est ça, puisque je continue dans la veine cinématographique. Allez-y, scène de chasse en Bavière, ça va être scène de chasse en Macronie à partir de lundi matin, mais ça va être aussi scène de chasse à gauche. Et je ne crois pas du tout que, en tout cas avec le canal historique de la Mélenchonie, le canal mélenchoniste pur et dur, et une entente possible. Mais vous avez remarqué que, et Pierre le sait sans doute mieux que moi, qu'autour de Mélenchon, il y a beaucoup de personnalités. Je pense à Clémentine Autain, je pense bien sûr à François Ruffin et quelques autres qui seraient susceptibles, eux, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, qui seraient susceptibles de faire mouvement et de s'entendre avec le reste de la gauche. Donc la question est-ce que ces post-européennes vont faire s'émanciper du côté partout, hein, que ce soit à droite, on pense à Édouard Philippe, ou même, vous le disiez, Clémentine Autain et Ruffin, à gauche, est-ce que ça va les galvaniser pour sortir du bois et commencer leur campagne, en quelque sorte? C'est une élection de mi-mandat, presque, et certes, il y aura les municipales, mais après les européennes, va s'enclencher la campagne présidentielle. Tout le monde, on vous parliez d'Édouard Philippe, il faut poser la question, d'ailleurs, de quelle reconfiguration politique Édouard Philippe peut-il être le nom? Je pense qu'il peut être le nom d'une reconfiguration qui arrive à rassembler les macronistes et une partie de la droite qui veut reconstruire des républicains, une droite républicaine. Vous voyez que elle est quand même de moins en moins républicaine. Cette droite qui fait des tweets pour dire qu'il faudrait qui en appelle à la remigration des Algériens, ce qui est quand même délirant. Enfin, je veux dire, même Xavier Bertrand s'est indigné de ce genre de choses. Donc peut-être Édouard Philippe va-t-il chercher à recomposer cette droite-là. D'autres y pensent aussi. Dans les héritiers de la droite, il y a quand même aujourd'hui Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, même Gabriel Attal. Aujourd'hui, ils pourraient ils sont en poste, alors. Ils sont en poste, ça risque de ne pas être simple pour eux. Mais oui, je pense qu'après les élections européennes, on va assister à une reconfiguration politique et peut-être, je pense, un retour aussi au conflit, au clivage droite-gauche qu'Emmanuel Macron a beaucoup... atténué, parce qu'en faisant croire et en même temps, il a réussi à convaincre des gens de gauche, à convaincre des gens de droite qu'on pouvait faire du bien à gauche et du bien à droite. Et ça ne marche pas. Il l'a atténué, il l'a même fait totalement exploser en vol, puisqu'aujourd'hui c'est difficile le vrai clivage, il est entre Macron et Le Pen, entre nationalistes et progressistes, comme disent les macronistes, ou entre nationaux et mondialistes, comme disent le Rassemblement national. La vraie question, en fait, et qu'on se pose ici très régulièrement, et depuis 7 ans, c'est est-ce qu'après 2027, les deux fleuves qui ont gouverné, deux fleuves partisans qui ont gouverné la Ve République depuis les origines, c'est-à-dire les socialistes et la droite centro-gaulliste, on va dire, vont regagner leur lit. Est-ce que le macronisme n'était qu'une parenthèse enchantée, si j'ose dire, ou une parenthèse désenchantée, ou est-ce que c'était vraiment une évolution durable et marquante? C'est toute la question. C'est intéressant ce qui va se passer. Absolument. Véritablement. Et ce qui va se jouer là, évidemment, dans les mois et dans les 2 ans qui viennent, c'est bien sûr cette question, est-ce que le macronisme a encore
avoir un avenir en tant que tel, ou est-ce qu'on revient Ou le macronisme allait seulement avec Macron. Et Macron, d'ailleurs, qui profite de ces européennes pour s'inviter à 3 jours du scrutin, donc demain soir sur TF1 France 2. Donc tout le monde hurle dans l'opposition en disant c'est le fait du prince. Voilà, il vient soi-disant parler de l'Europe, mais vendre aussi la soupe Renaissance et sa candidate. Est-ce que c'est choquant? Est-ce légitime qu'il s'exprime? Ma conviction, c'est que c'est légitime qu'il s'exprime. On est dans un contexte où il y a des commémorations importantes qui s'expriment. Ça me paraît pas incohérent. Non, mais qui s'invite au JT de France 2 et TF1, c'était peut-être pas nécessaire. C'est Après, ça, je pense que c'est pas faire un cadeau à Valérie Hayé en ce moment que de montrer que de trop parler. Je suis pas sûr que ce soit lui faire un cadeau. Voilà, donc un Emmanuel Macron, très vite, qui parle... Je reprends ma métaphore avec François Hollande. Harry, un ami qui vous veut du bien. Emmanuel Macron, je ne crois pas qu'à force de parler, de la même manière que Gabriel Attal, ce soit effectivement une aide formidable pour Valérie Hayé, puisque précisément l'enjeu du scrutin, et notamment celui qu'utilise Jordan Bardella, c'est de punir Emmanuel Macron et de faire de cette élection un référendum anti-Macron. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure idée. Merci à tous les deux, merci. Demain, vous pourrez suivre sur France 24 donc ces commémorations des 80 ans du débarquement. Merci à tous, merci à tous les deux. Merci à Flore Simon, merci à l'équipe technique. À très vite.